Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Cédric Dacosta. Après avoir été consultant en informatique à Genève, Cédric est devenu torréfacteur de fèves de cacao et a fondé Lucie Fèves d'Aubrac en Aveyron. Cédric était business analyst en informatique dans une entreprise de trading alimentaire à Genève. Son entreprise achetait des bateaux entiers de matières premières qu'elle revendait ensuite par camion à différents pays. Cédric travaillait sur des projets à plusieurs millions de dollars dans une entreprise avec beaucoup de stress, de turnover et de licenciements. Un jour, il craque et fait un burn-out. À son retour d'arrêt maladie, il est licencié. Malgré un salaire à plus de 10 000 € net par mois et un train de vie très confortable, Cédric a besoin de revenir à l'essentiel. Il part alors avec sa femme en week-end sur le thème de la gastronomie sur le plateau de l'Aubrac en Aveyron. Ils tombent amoureux de la région et décident de déménager avec leurs enfants sur le plateau de l'Aubrac. Autodidacte, Cédric s'entraînait depuis plusieurs années à fabriquer du chocolat à partir des fèves de cacao. Cédric décide de fonder Lucie Fèves d'Aubrac et fabrique aujourd'hui du chocolat d'exception pour les chefs étoilés. Il fabrique du chocolat bean to bar et réalise toutes les étapes artisanalement de la fève de cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Alors avec Cédric, on a évoqué le stress de sa vie à Genève, comment il est tombé amoureux de l'Aveyron, comment il est devenu torréfacteur de cacao, sa nouvelle vie sur le plateau de l'Aubrac en pleine campagne, la chaleur humaine qu'il a rencontrée à son installation et surtout les réactions de son entourage quand il a décidé de lâcher un job avec un salaire à 6 chiffres pour réaliser son rêve. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cédric. Bonjour Cédric, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clairvy. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Je suis fabricant de chocolat, torréfacteur de cacao. Et alors, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que tu faisais avant, ça a été vraiment un gros saut dans le vide. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et puis ton premier métier ? Bien sûr, donc avant d'arriver sur l'Aveyron, on a énormément voyagé avec la famille. Mon précédent métier, même si j'ai eu plusieurs vies finalement, était de travailler dans des services informatiques pour les entreprises de trading alimentaire. Donc on achetait des bateaux entiers de grains, d'oléagineux, de cacao, de coton ou autre, qu'on revendait par camion localement dans différents pays. Et donc, toi, t'as été pas mal à Genève, même si ça n'a pas été toute ta carrière. T'as fait combien de temps à peu près à Genève ? On est resté 6 ans sur Genève. C'est mon réseau professionnel en fait qui a fait que j'ai pu aller m'installer là-bas. Et ça a été une superbe expérience d'un point de vue professionnel. D'un point de vue personnel, c'était aussi très sympathique, mais rien à voir avec ce que l'on vit aujourd'hui en fait. Et c'était comment justement moi, je connais pas du tout Genève. C'est comment là-bas ? Alors on a une image un petit peu carte postale de cette région. Il faut savoir qu'en fait en hiver c'est très brumeux puisqu'on a le Léman qui est sur Genève et c'est enclavé entre deux montagnes, donc le Jura d'un côté et les Préalpes de l'autre. Après c'est un petit peu différent de ce qu'on peut rencontrer en Suisse dans le sens où c'est beaucoup de sièges sociaux, d'expatriés, de frontaliers également, puisqu'il y a à peu près 85 000 frontaliers, du moins quand j'y étais, c'était les chiffres qu'il y avait de personnes qui traversent les frontières tous les jours pour se rendre au travail ou pour rentrer chez eux. Très multiculturel, un énorme melting pot. Et du coup, un milieu très international aussi. Dans le métier du trading notamment, on retrouve toutes les grandes firmes, toutes les grandes entreprises qui sont là-bas, qui ont leurs sièges sociaux. Et du coup, ça permet d'avoir un superbe enrichissement intellectuel et professionnel à ce niveau-là. Et comment ça se passait ton travail là-bas ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien ? Au début, bien. On va pas aller à très bien, mais on va juste rester sur bien. Parce que du coup, enfin, le fait d'être aussi avec les traders, avec les responsables un petit peu des différents départements fait qu'il y a énormément de pression. Ça ne m'a pas dérangé dans un premier temps, puisqu'on a eu à bouger énormément avec les collègues de travail, un petit peu sur toute la Suisse. Et puis après, en changeant d'employeur, ça a été des déplacements internationaux, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, Moyen-Orient. Beaucoup de pression en fait, avec un turnover au niveau des équipes assez phénoménal. Donc on est
tout le temps en train de refaire le travail de zéro. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a marqué aussi, devoir réexpliquer à ses collègues de travail, à ses responsables, où on en est, pourquoi on en est là. Et puis chacun arrive avec sa nouvelle idée où on pense révolutionner le marché, on pense révolutionner la façon de travailler. Sauf que ça se passe pas comme ça dans les faits. C'est beaucoup plus lent en fait à bouger. On change pas de projet à plusieurs millions de dollars en un claquement de doigts ou en 15 jours. Donc voilà, il y a ces deux côtés-là qui étaient en contradiction permanente. Le client qui veut qu'on prenne le temps de bien écouter ce qu'il a à dire, ce qui est normal. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, aller au rythme du client tout en sachant quand même le faire avancer. Et de l'autre côté, le responsable qui nous dit non, mais dans 3 mois, c'est bon, on peut le faire. Bah non, dans 3 mois, on peut pas le faire. On peut pas. C'est pas parce qu'on va mettre 15 personnes d'un coup qu'on va développer 15 fois plus vite le logiciel. Il vaut mieux avoir 3 personnes qui fonctionnent très bien que 15 qui fonctionnent pas bien. Bon, ça, c'est un grand principe en informatique. Et non, au bout d'un moment, moi, j'en ai eu marre, mais il y a eu burn-out, re-burn-out et besoin de changer de vie totalement, quoi, d'arrêter les frais parce que je m'y retrouvais plus du tout. Puis j'imagine, enfin c'est vrai que moi je l'ai vécu aussi quand j'étais avocate, ce côté turnover. Et je trouve qu'après aussi ça impacte beaucoup sur l'humain parce que quand on sait que les gens finalement ils vont pas forcément rester longtemps, que ça, qu'ils passent, que ça tourne, on s'implique moins avec les personnes. Et on crée moins de liens, je trouve. Et ça, je sais que j'avais trouvé que c'était un peu décevant parce que je me disais, bon, c'est dommage aussi d'être un peu lassé finalement des départs et puis de plus créer de liens avec ses collègues. Toi, tu l'as ressenti ça aussi? Totalement, dans le sens où en plus il y a une rivalité, franco-suisse qui est quand même présente, même si on a beaucoup de cultures présentes, il y a quand même ce côté surtout quand on est frontalier. Moi j'ai essayé de vivre côté suisse, très honnêtement, mais avec 4 enfants et un seul salaire, c'est juste impossible. En fait, moi j'ai des collègues suisses qui m'ont dit: «Non mais il faut comprendre que quand tu es sur Genève avec 2 enfants, tu es déjà considéré comme riche». Alors avec 4, n'en parlons pas. On a beau gagner des superbes salaires qu'on ne peut même pas espérer avoir, j'ai envie de dire, en France, à tort ou à raison, mais voilà, il y a un coût de la vie qui est tel. Par contre, on ne s'en rend pas compte, c'est pas parce qu'on gagne énormément d'argent qu'on est tout de suite riche. En fait, j'avais un pouvoir d'achat beaucoup plus faible que ce que j'avais pu avoir en France, tout simplement parce que ça coûte extrêmement cher de vivre dans cette région. Au niveau du logement, c'est 3 fois plus cher que côté français. Au niveau de la santé, on est à 12 fois plus cher. Quand on va au restaurant, la moindre petite pizza avec les collègues, c'est minimum 35-40 euros, quoi. Et là, on n'a pas pris l'apéro, on n'a pas pris le digestif, on n'a pas pris le café. Donc, tout est à ce niveau-là où tout est fait aussi pour qu'il y ait une circulation des flux monétaires. On nous encourage à dépenser. Il y a une qualité de service qui est géniale. Par contre, ça, c'est vrai. Quelque chose que je n'ai jamais retrouvé en France. Il y a un niveau de service où que l'on soit qui est absolument de dingo. Mais ça a un coût. Donc, il y a ce côté-là, un petit peu une course à l'échalote où on se dit, mais mince, même si j'ai 15-20 000 euros de côté, en fait, on vit quoi? On vit 2 mois, 2 mois et demi. Donc, il y a toujours cette pression financière de se dire, bah, il faut pas perdre son emploi, même si on en retrouve un très vite, parce que on peut être extrêmement rapidement dans la panade. Et de l'autre côté, vis-à-vis des confrères de travail, vu qu'il y a cette pression déjà inhérente financière, le fait qu'il y a un turnover assez régulier, puisqu'il y a zéro protection de l'emploi en Suisse, une entreprise peut licencier une dizaine de personnes pendant 4-5 mois sans qu'on lui demande des comptes. Donc on sait que du jour au lendemain, de la minute à l'autre, ça peut s'arrêter. On sort d'une réunion, pouf, vous croisez les RH, ils vous disent non, mais viens ici. Et 5 minutes après, vous repartez avec votre boîte entre les mains et vous êtes licencié, vous avez rendu votre badge, etc., etc. Il y a ce côté-là, donc on n'a pas trop non plus envie au début d'aller vers les autres parce qu'il y a un turnover, parce des fois c'est aussi des problèmes culturels. Enfin moi qui ai toujours bossé dans une entreprise internationale, on comprend pas toujours la culture de l'autre personne en face, surtout quand elle est radicalement différente. Donc ça aide pas toujours à aller de l'avant. Enfin moi j'ai toujours cette curiosité, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus. C'est pas les mêmes rapports que ce qu'on peut avoir dans d'autres régions en France, peut-être un peu plus rurales. Enfin moi j'ai toujours vécu côté rural, hormis pendant mes études à Montpellier, mais ça a toujours été dans des zones très très rurales et on met des fois un peu de temps à se faire accepter. Par contre, une fois qu'on est accepté, les gens sont toujours présents et ça, c'est vraiment plaisant. Ça nous a manqué énormément quand on était sur Genève. Il y a ce côté très superficiel en fait, un peu. Totalement. Totalement, parce qu'en fait, on sait aussi que les gens sont là pour beaucoup d'expatriés. Ils viennent pendant 4, 5, 6 ans, 10 ans grand maximum, et puis ils repartent. Toutes les organisations internationales étaient là-bas, donc c'est le même principe, c'est on vous encourage tous les 5 ans à changer de poste, à changer de lieu,
milieu. Donc c'est difficile finalement de se lier d'amitié assez rapidement parce qu'une fois qu'on est installé, pouf, la personne s'en va. Et même moi, quand j'y suis arrivé, j'ai nombre de collègues qui m'ont dit, de toute façon, tu viens, faut que tu tiennes 10 ans et après, tu verras, ça sera intéressant pour toi financièrement. Bon, j'ai tenu 6 ans et je sais même pas comment j'ai fait en fait. J'avoue, J'adore j'avoue. que le fait que tu dises tenir, c'est hyper parlant. Et donc, Ouais, du coup, tu dis que tu as fait plusieurs burn-out même. oui, oui, oui. Alors, comment est arrivé le premier? Est-ce que tu peux nous raconter? Le fait qu'on me demande, pendant trop longtemps alors ça a démarré avant d'arriver en Suisse, parce que moi j'avais été entrepreneur, c'est une entreprise où malheureusement on est passé en liquidation judiciaire, faute de cash, tout simplement. Des erreurs de gestion de ma part, des erreurs de conseil de la part de différentes personnes, qui étaient censées m'accompagner et puis voilà, des mauvais choix. J'ai dû licencier 4 personnes, ce qui est jamais vraiment agréable à vivre et puis bon, moi j'ai mis un point d'honneur à ce que ces gens-là puissent partir avec, ce qui leur était dû. Donc je me suis énormément endetté aussi, de ce point de vue-là. Le départ en Suisse a été aussi salutaire. C'est vrai qu'on a quand même dû vendre notre maison pour pouvoir faire face aux dettes. Donc d'un point de vue familial, ça n'a pas toujours été très, très sympathique. Je suis arrivé donc avec déjà ce passif, même si, moi j'ai pu rebondir très facilement côté professionnel, côté familial aussi, mon épouse a été une vraie perle, donc je vais pas surtout, remettre ça en cause, au contraire. Et on est arrivé en Suisse, 1er emploi, ça se passait correctement jusqu'au jour où on a changé de direction et ça a commencé un petit peu à péricliter. Soit j'attendais de faire gentiment partie de la prochaine charrette, soit je prenais les devants. C'est ce que j'ai préféré faire parce qu'on me demandait là aussi encore une fois de travailler à l'envers, des gens qui ne connaissaient pas le métier j'étais dans l'édition de logiciels, que ce soit de l'édition du logiciel, que ce soit le trading. Ils pensaient que c'était de la même manière entre l'énergie, entre les métaux, entre le grain, alors que non, pas du tout. Ils pensaient que la banque c'était la même chose parce que c'est des gens qui venaient souvent du monde bancaire. Et à force de nous demander de travailler à l'envers, on leur dit stop, moi je vais voir ailleurs, je vais essayer de trouver mon bonheur dans une autre entreprise où les gens sont un peu plus au fait de ce qui se passe, de comment il faut le faire. Donc c'est comme ça que j'ai atterri chez un géant chinois. Fabuleux au début, parce que je me suis tout de suite intéressé à la culture chinoise, à essayer d'apprendre un petit peu à parler quelques mots de chinois pour me faire accepter. Et voilà, enfin pour moi c'était évident. Pas toujours bien vu de la part de certains collègues qui pensaient que j'essayais de me faire bien voir alors que pas du tout. J'avais un collègue chinois qui partageait la même table que moi, je trouvais sympa de pouvoir lui dire bonjour le matin, merci, au revoir, savoir comment est-ce qu'il allait, lui dire que j'allais bien. Et lui en échange, il essayait d'apprendre le français. Ce qui devait être un superbe projet s'est révélé être un véritable piège, malheureusement pour moi, parce que là, encore une fois, ça a été une fuite en avant où on me demande de compenser certaines défaillances de collègues, d'anciens projets, puisque moi j'arrive, j'ai un énorme background qui vient du côté métier, puisque j'ai été côté utilisateur, j'ai reçu des implémentations d'énormes logiciels, et donc du coup, quand après il fallait faire la même chose à l'inverse, je pouvais anticiper, je pouvais discuter librement avec les utilisateurs, on parlait le même langage quelque part, contrairement à certains de mes confrères qui ont toujours fait des études on va dire, d'ingénieurs et puis qui sont arrivés sur l'informatique et qui ne comprennent pas que 2 plus 2, ça fait pas toujours 4 parce qu'il y a une commission à mettre, parce qu'il y a une réduction commerciale à faire passer et comment on la fait tourner. Pourquoi certains documents sont critiques pour le logiciel et pourquoi d'autres qui sont critiques pour le métier, on n'en a rien à faire. Mais ça, il faut pouvoir expliquer à la personne. Régulièrement, moi, j'allais donc, comme on en parlait au début, bien au-delà de ce qui m'était demandé, c'est-à-dire que je revoyais aussi les process métiers, j'apprenais aux gens comment ils devaient changer leur façon de travailler, non pas sur leur propre poste de travail, mais avec les collègues. Comment est-ce qu'on partage l'information? Comment est-ce qu'on reçoit l'information? Quels sont les éléments clés qui sont à transmettre? Donc tous ces points-là font que j'avais une certaine popularité auprès du business, on va dire, auprès des gens du métier. Et on m'a envoyé souvent sur les cas les plus tordus, les plus touchy, les plus sensibles aussi. Là où on savait que bon nombre s'est cassé la figure, j'arrivais à faire mon chemin. Sauf que ça demande quand même d'avoir des épaules assez larges et est arrivé un moment quand on est plus soutenu par sa direction et que ça commence à avoir quelques frictions, on se retrouve tout seul à prendre toute la vague, toutes les critiques. C'est comme ça qu'est arrivé le premier burn-out en fait, sans le voir. C'est un beau matin, pouf, on craque. On craque et quand on a 15 ans derrière j'ai supporté la pression et que ça tombe d'un coup, ça fait super mal. Donc j'ai eu un employeur qui a été quand même très sympathique puisqu'il m'a laissé me reprendre et reprendre à temps partiel et puis petit à petit, donc avec tout l'accompagnement psychologique, psychiatrique qu'il y a pu y avoir, on m'a mis dans un premier temps dans un certain poste histoire de me dire bon, on va te laisser te retaper, sauf que ça reste quand même financier, faut dire ce qui est, et on m'a replongé dans le grand bain avec des gens incompétents, là j'ai pas peur de le dire, qui pensaient m'apprendre mon travail. Donc on tient 6 mois et puis au bout de 6 mois j'aurais dit non, stop quoi. Moi c'est soit on arrête, soit vous changez les personnes, mais vous voyez bien, vous êtes au 4e projet qui échoue et à chaque fois vous changez, vous faites un jeu de bonneteau mais en gardant le même
personne qui décide, ça ne peut pas fonctionner. Rechute, on va dire, 3 mois d'arrêt, 3 mois de protection sociale, 3 mois plus un jour licencié le matin à 8 heures. Donc autant dire que la lettre était prête déjà dès le premier jour d'arrêt ou dès le deuxième jour d'arrêt maladie. Mais comme dans le même temps, avec mon épouse, on s'est dit non, on arrête les frais, on repart sur des projets personnels. Moi, ça faisait déjà quelques années que je m'entraînais à fabriquer du chocolat, à torréfier des fèves, à essayer de comprendre comment on pouvait s'approvisionner. Alors j'ai toujours travaillé plus ou moins dans ces métiers de trading, de négoce international, donc ça m'a permis de vite voir comment on pouvait s'approvisionner en petit volume, comment on pouvait éviter certaines entreprises de trading avec qui je ne voulais surtout pas travailler, parce que pour avoir été dedans, pour avoir alimenté le système, je sais très bien comment ça fonctionnait. Il y a toujours les projets un petit peu de greenwashing, mais il y a d'autres projets qui par contre sont juste pas beaux à voir. Entendre des traders se réjouir d'une famine dans un pays parce que ça va créer de la volatilité des prix et donc du coup ils vont pouvoir faire plus d'argent. Au début on ferme les yeux et puis arrive un moment on n'arrive plus à fermer les yeux là-dessus et j'ai plus du tout d'accord de financer et de contribuer à ce système-là. Mais comment tu l'as vécu, tu vois, ce ras-le-bol de ton métier, tout en ayant la pression financière et le fait que tu doives assurer auprès de ta famille, en fait, tu vois, tu étais tiraillée, j'imagine, entre, voilà, j'en ai marre, j'ai envie de plus de sens, mais en même temps, j'ai cette pression financière et en plus, j'ai 4 enfants. Bah, ça a duré pendant un an et demi, même un peu avant le premier burn-out, parce que moi j'avais déjà lancé des signaux d'alerte. Sauf que, ben, on change pas de vie comme ça se prépare. Donc il y a toujours le fait de se dire: «Bon, ben, voilà, pour dans un an et demi», donc faut comprendre qu'on est venu s'installer par choix sur l'Aveyron, sur l'Aubrac. Il faut avoir trouvé un nouveau bien avant de vendre la maison. Si je changeais de travail, il fallait que je puisse subvenir aux besoins de la famille, assez aisément. C'était vraiment compliqué, mais en même temps, on se dit que c'est pour aller vers du mieux, vers un projet, donc quand il y a des coups de mou, quand ça ne va pas, on se raccroche à ce projet commun, à ce rêve que l'on a d'aller s'installer et de faire enfin quelque chose qui nous botte, quelque chose de manuel, dans mon cas. Sauf que, ben, ça, on peut pas toujours y arriver en se disant le matin: «Non, mais c'est pas grave, ça va aller mieux demain». Parce que le demain qui dure un an et demi ou 2 ans, ça prend énormément de temps. Il y a des jours où on n'est pas bien, des jours où on est fatigué et c'est beaucoup plus complexe quand on est en déplacement toute la semaine, qu'on voit juste sa famille le week-end et que la famille, ben, vous dit 1, j'ai besoin de toi, 2, il y a des travaux à faire, ou 3, il y a des trucs à se déplacer, alors qu'on a juste envie de se reposer, de se poser sur le canapé avec les enfants, de faire un gros câlin, ben voilà. Il y a des fois des contradictions qui sont présentes. Malgré tous ces signaux d'alerte, oui, il y a quand même eu ben, le burn-out complet. Donc voilà, quand on a vu que c'était la deuxième fois, en même temps, on a enfin trouvé le bien qu'on voulait. Du coup, ta femme, elle était fan de l'Aveyron et de l'Aubrac particulièrement Oui, depuis 25 ans. Est-ce oui. que tu peux nous raconter, elle est pas du tout aveyronnaise, comment ça s'est fait Ni l'un ni l'autre sont aveyronnais. Elle a fait des études de lettres, elle était prof de lettres avant qu'on aille en Suisse. Elle a arrêté de travailler parce qu'en fait, soit elle travaillait en Suisse, mais c'était compliqué de faire reconnaître les diplômes, etc., de trouver des places, ainsi de suite. Et puis parce qu'elle n'avait pas forcément non plus envie de replonger dans l'enseignement, soit elle travaillait côté français, mais alors ça nous coûtait plus cher en impôts que ce qu'elle gagnait en salaire. En fait, elle a toujours voulu faire l'école hôtelière. Ses parents lui ont dit non, tu vas faire des grandes études. Donc il y a eu un gros conflit, mais finalement elle a cédé. Elle était fan de Julien Gracq. Elle était fan de gastronomie aussi. Elle a découvert l'Aubrac via Michel Brasse, donc une référence, on va dire, en gastronomie. Dès le tout début, on a été ensemble. Elle m'a toujours parlé de Michel Brasse, de la gastronomie, de cette région qui la faisait rêver, etc. Elle avait vu un reportage notamment de Michel Brasse qui peignait l'Aubrac dans une assiette, quelque part. C'était sur des notes de noir, c'était autour de la Seiche. Son rêve absolu, c'était d'aller dormir là-bas, d'aller manger là-bas. Donc on a pu réaliser ce rêve-là après avoir bien économisé en 2008. On est arrivé sous une brume monstrueuse, telle qu'on l'a fait parfaitement bien côté Aveyronnais sur le Brac. Bah, on est rentré par les cuisines, donc on nous a fait non, c'est pas là, vous repartez sur le parking et vous faites le bon chemin, à dire à quel point il y avait de la brume, et le lendemain matin, plus rien. Et là, un paysage de dingo. Entre-temps, on a super bien dormi, on a super bien mangé, et j'ai donné mon accord pour qu'on vienne s'installer. Mais c'est super marrant, du coup, vous êtes vraiment tombés amoureux en une nuit, quoi, une nuit, un jour. Ah, pour moi, oui, au petit matin, quand on voit ce côté magique, c'est vrai que quand on me demande: «Mais est-ce que tu peux nous décrire l'Aubrac?» Je dis: «Bah, c'est le pays où les pierres poussent». Ah, on me regarde en me disant: «Mais les marges?» Je fais: «Tu as des vaches, tu as des pierres», et puis on s'en rend pas compte parce qu'il faut prendre le temps de le regarder, mais on a une faune et une flore qui sont phénoménales. Ouais, c'est vrai qu'on a plus de 1000 plantes sur ce plateau, 200 à peu près qui sont comestibles, mais c'est des toutes petites plantes bien souvent. On a une diversité aromatique qui est de dingo, et en fait, on comprend mieux pourquoi des chefs comme Brasse et puis toutes les émules qu'il a pu faire dans la région travaillent les plantes, travaillent ce panel aromatique. C'est chercher
marché, quand on sait où chercher et qu'on sait faire la différence entre ces différentes plantes, on peut se nourrir localement très facilement et avoir tous les arômes possibles. Oui, alors c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais en Aveyron, il y a le label de la marque Fabriqué en Aveyron. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce que, alors moi c'est pareil, j'ai jamais été en Aveyron, les spécialités, qu'est-ce que recouvre ce label, parce que j'imagine que toi en plus t'as été passionné aussi par la gastronomie quand t'es arrivé. Oui, oui, oui. Même si c'est plus mon épouse que moi pour la gastronomie, enfin, on adore ça. Moi, je partage cette passion-là. Le label Fabriqué en Aveyron va être appliqué sur bon nombre de produits du moment où c'est produit à au moins 50% en Aveyron ou si c'est issu de l'Aveyron. Donc, d'un point de vue gastronomique, le grand classique, je vais pas décourager les gens, mais c'est démarrer le matin à 8 heures avec les tripous, les farsous, la tête de veau et j'en oubliant toujours, mais peu importe. On continue à midi avec la ligo et le soir, on peut faire une bonne truffade. C'est très riche, mais en même temps, bon, voilà, quand on est sur le Nord Aveyron, il fait quand même bien frais et on comprend pourquoi depuis des générations et des générations, on mange de façon aussi riche. Après, il y a quand même beaucoup de plats qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus sympathiques. Se fabriquer en Aveyron, ça fait quelques années de mémoire que ça existe et c'est vraiment une reconnaissance d'un savoir-faire, d'une valorisation du territoire, d'un artisanat. C'est la première marque en fait que j'ai sollicité quand on s'est installé pour faciliter l'intégration, pour montrer que voilà, on n'est pas venu de Genève, un pays conquis. Non, on est venu en pays rural parce qu'on le souhaitait, parce que on a vraiment accroché avec la région. On a découvert des gens absolument fabuleux, une entraide qui était top, et le fait de montrer en fait rapidement qu'on avait cette marque-là a ouvert beaucoup de portes. Les gens, parce que on a cette marque, ce label, sont prêts à vous aider, à vous encourager, parce que on s'insère dans un état d'esprit, on s'insère dans un lieu, dans un patrimoine, et il y a cette volonté de le faire vivre, de le transmettre derrière, de se considérer comme étant juste un maillon d'une chaîne, et ça, c'est quand même très agréable, très apprécié. Du coup, t'as beaucoup de normes à respecter pour faire partie de ce label. Comment ça se passe? Non, c'est vraiment de montrer que la production, la valeur ajoutée est faite localement. Donc, on nous demande d'expliquer d'où proviennent les matières premières. Genre, je vais prendre mon cas, hein, fabricant de chocolat. D'où proviennent les matières premières? Alors, dans mon cas, le cacao, oui, ça vient de loin, ça vient de zone équatoriale. Le sucre, on a fait le choix de prendre du sucre de betterave français, donc assez local, mais hors Aveyron forcément. Par contre, toute la production est faite localement, donc toute la valeur ajoutée, la transformation est faite localement. Ce qui était le plus important pour eux. Donc après, c'est vrai qu'on tord des fois un petit peu certains chiffres, j'ai envie de dire. On prend un petit peu de la recette, on prend un petit peu du bilan et on regarde où est-ce qu'on a la plus forte valeur ajoutée. Donc moi, dans mon cas, c'est la transformation. Montrer à quel point on arrive à mettre en avant une région. Et alors, oui, parce que donc, tu t'es reconverti et aussi tu as déménagé. Donc, comment ça s'est fait alors? Parce que vous aviez d'abord décidé d'aller en Aveyron et en même temps, tu as décidé d'être fabricant de chocolat. Ça s'est enchaîné parce que vous auriez pu déménager en Aveyron et puis faire toute autre chose, j'ai envie de dire. Comment ça s'est passé, toi, ton envie de devenir fabricant de chocolat? Il y a deux choses. La première, c'est un ancien employeur, mon tout premier employeur avait dit: «Il faut toujours que tu aies un temps d'avance, on sait jamais. Donc c'est pas parce que tu as ton poste que tu es bien dedans, prévois ton prochain job». Donc j'ai toujours fonctionné comme cela et en 2017, j'ai découvert, je cherchais des nouveaux projets et cetera, j'ai découvert que les chocolatiers ne fabriquaient pas leur chocolat dans leur immense majorité. Moi, ça m'a agacé, je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas?» Je pensais qu'eux, ils le faisaient. J'étais dans le monde du trading, donc je voyais bien qu'on pouvait se procurer du cacao, sauf que j'avais pas réalisé que ça tombait dans les mains de 3-4 entreprises, au moins en Europe, du moins en France. Et je me suis dit: «Mais est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut le faire ou pas?» Et j'ai vu en même temps C'est pas sorcier, une émission pour les enfants, mais aussi pour les grands enfants, où ils expliquaient comment faire. Alors ils expliquaient d'un point de vue industriel. Je me suis dit: «Mais est-ce qu'on peut le refaire à la maison?» Et il y a eu ce challenge intellectuel de savoir si oui ou non on pouvait. Donc je me suis pris au jeu. On achète d'abord des fèves, on le fait à la main avec un mortier et un pilon, donc je déconseille, on se fait mal aux doigts. On torréfie avec le four familial. Le projet a démarré petit à petit comme ça. C'était vraiment un challenge intellectuel. C'est pas l'amour du chocolat, c'est pas la passion du chocolat. Non, c'était de colère et de curiosité de se dire: est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut en vivre? Et la réponse, elle a été oui. En parallèle, on avait ce projet de venir s'installer dans la région et il est arrivé un moment, c'est: est-ce qu'on peut le faire en étant en milieu rural, loin de tout? La réponse, elle a été oui. Oui sur tous les points. Oui, on peut en vivre. Oui, même si c'est chichement. Oui, on peut le faire dans un coin reculé. L'infrastructure le permet. Du moment où on a des routes qui nous servir, il n'y a pas de souci.
Du moment où on a une ligne internet pour créer un site internet, on peut le faire. Et à la limite, ça a été même plutôt un atout de dire, regardez, perdu sur le plateau de l'Aubrac, on fabrique désormais du chocolat, on peut y arriver. Et on s'est servi aussi de cet atout non négligeable qu'est le plateau de l'Aubrac, de cette image de marque qui était en train d'être construite aussi par les différentes régions, et notamment celle où on s'est installé. La communauté de communes a été vraiment porteur là-dessus pour valoriser cette marque. Donc on s'appuie les uns les autres sur tout cela et on avance. Comment est-ce que ça s'est fait? Petit à petit, depuis 2017, tous les mois, je me faisais ma fabrication de chocolat. Donc désolé pour les premiers qui ont goûté à mes essais ratés, parce que c'était pas forcément terrible. En fait, en soi, ça n'est pas très compliqué de fabriquer du chocolat. Tout un chacun peut y arriver. Il suffit d'un four, il suffit d'une petite meule, de fèves, un petit peu de sucre, parfois un peu de beurre de cacao. On cuit tout cela, on le met ensemble à mélanger pendant un certain nombre d'heures et on est censé avoir du chocolat. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est beaucoup plus complexe. Ça se joue à 30 secondes de près, ça se joue à 1 ou 2 degrés près. L'ordre dans lequel on va mettre les éléments ensemble est très important. La vitesse à laquelle on les ajoute est très important. Enfin, voilà, j'ai appris ça à mes dépens, tous les mois, à faire 5-6 kilos de chocolat pendant 5 ans. C'est le temps nécessaire pour arriver à faire quelque chose d'à peu près qualitatif. Et puis après, on a décidé de passer à la vitesse supérieure, de créer une entreprise, d'acheter des machines un peu plus professionnelles qui permettent non plus de faire 5 kilos, mais de faire 30-40 kilos minimum, et de surtout gagner en temps, gagner en efficacité, gagner en stabilité. Donc voilà. Comment ça s'est passé? Donc, quand tu as déménagé en Aveyron, tu as tout de suite créé ton Non, entreprise? non, non, Comment non, ça s'est non. passé un peu l'enchaînement? L'arrivée dans l'Aveyron s'est faite sous la neige. On est arrivé le 23 décembre, le 24, on avait 60 centimètres de neige, le 25, on n'avait plus d'électricité. On était, pour le coup, heureux parce qu'on avait trouvé ce qu'on était venu chercher. Non, on a mis plusieurs mois avant de le faire parce que d'abord, faut s'installer, il faut solliciter les différents réseaux locaux, que ce soit les municipalités, l'intercommunalité, la région, le département, comprendre un petit peu quel est le tissu économique qu'il y a derrière, quel est le tissu social aussi sur lequel on peut s'appuyer avant de lancer. Donc il y a aussi eu la phase où moi, ayant été licencié, il faut quand même après derrière s'inscrire auprès de Pôle emploi. Donc on a voulu passer par cette case-là aussi pour être accompagné à tout point de vue, d'un point de vue humain, d'un point de vue financier. Donc ça a été très bien. On est en zone rurale à revitaliser, donc ça permet aussi d'avoir certaines aides, tout ce qui va être exonération de certaines taxes, de certains impôts. Pour avoir déjà créé des entreprises sans être passé par cette case, on va dire chômage entre guillemets, c'est pas toujours négatif de passer par cette case-là. C'est vrai que au début, on peut se dire mince, comment est-ce que je vais faire, ainsi de suite. Là, nous, ça nous a permis surtout d'activer certains leviers d'accompagnement. Et ça, c'était pour moi important de suivre un petit peu tous ces jalons, de savoir qui je devais contacter avant qui. Ça nous a pris bien 4 mois, 4 gros mois, puisque la société a été immatriculée en avril 2021, pour comprendre qui pouvait nous accompagner, comment, qui devait être sollicité en premier, en second, en troisième, etc., etc. En même temps, il fallait avancer aussi sur la partie, je contacte des fournisseurs de fèves, des fournisseurs de machines, les faire patienter en leur disant, moi, je veux bien te signer un devis, mais j'ai besoin d'abord de créer la structure juridique, et puis il faut aussi que derrière, j'ai contacté les régions parce que ils peuvent me subventionner, ou ils peuvent me faire des prêts d'honneur, ou me faire des prêts professionnels. Donc l'un dans l'autre, voilà, ça a été ce jeu un petit peu de comprendre comment avancer, à quelle vitesse, pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Tu as reçu des aides, toi, du département, de la région? Oui, les premiers à nous accompagner, ça a été la plateforme d'initiative locale, qui s'appelle Initiative Aveyron. Ils nous ont fait un prêt d'honneur. En même temps, la banque qui était partie prenante a doublé ce prêt d'honneur. Ils nous ont fait un prêt professionnel. On a sollicité la région pour des aides, donc ça s'appelle un pass Agroviti, dans la région Languedoc-Roussillon. Dans la région Occitanie. J'ai trahi mon âge. Je me suis trahi sur l'âge. Ça n'existe plus, cette région Languedoc-Roussillon, malheureusement. Donc c'était sur la partie, c'est une subvention, hein, donc c'est vraiment sur la partie immobilière, corporelle et incorporelle que l'on appelle, donc tout ce qui va être accompagnement, marketing, site internet, accompagnement d'entreprise, pilotage en entreprise, donc des sociétés qu'on a pu contacter grâce à la région, qui nous ont mis en relation. Il y a eu le département qui nous a énormément aidé d'un point de vue conseil pour nous mettre en relation avec les bonnes personnes, pour le marketing, pour les sites internet. Il y a eu la Comcom, donc la communauté des communes, qui nous a aidé sur le montage de certains dossiers auprès d'Initiative Aveyron. Il y a eu la marque Fabrique en Aveyron,
Tout ça a contribué à avancer et puis ensuite, on a rencontré l'ADAT, donc l'Agence pour le développement et l'attractivité du territoire de l'Aveyron, donc qui nous a bien aidés, au bout de 7-8 mois pour, pareil, nous réaccompagner, nous reconseiller, de nous dire: «Bon, OK, là, vous avez besoin de refinancement, la banque ne peut pas suivre pour X raisons, voilà les partenaires que vous pouvez solliciter», que ce soit des plateformes, solidaires, nous mettre en relation avec un réseau Entreprendre qui est en train de se développer, nous mettre, en relation avec, de possibles investisseurs. On se rend compte qu'il y a un énorme réseau. Il y a un réseau humain aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est, les Aveyronnais. Alors, on a souvent cette image des Aveyronnais de Paris qui sont montés à la capitale, qui ont fait fortune, ou du moins qui ont bien réussi, qui ont leur café, leur restaurant. On se rend compte que c'est vrai. C'est vrai, ils sont là, mais ils sont aussi là pour accompagner, pour aider. Moi, j'ai été extrêmement surpris lorsqu'on a pu faire le marché des pays de l'Aveyron. Alors voilà, ça existe via la Fédération des Aveyronnais. J'ai Oui, à découvert que Paris, ça ouais. existait, à Paris, mais partout en fait en France et dans le monde, où finalement quand on arrive, on dit voilà, on essaye de montrer l'Aveyron, donc via la marque Fabrique en Aveyron, via les produits, de dire tiens, je travaille avec des chefs renommés de la région, je travaille avec des épiceries. Ah bon, d'accord, attends, tu es Aveyronnais, viens, je vais te présenter à telle brasserie, à telle personne, alors qu'en fait on se connaissait pas du tout. Mais il y a cette solidarité, limite une fraternité qui est présente, où du moment où on essaye de faire vivre un territoire, de faire vivre un patrimoine culturel à tout point de vue, les gens en sont fiers et ils vont vous accompagner, ils vont vous aider. Et pas juste des fois en mettant en relation, parce que ça, je l'ai eu connu sur d'autres départements où on nous met en relation, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là, non, c'est t'es Aveyronais, ou du moins tu fais vivre l'Aveyron, tiens, on va te prendre du produit pour t'encourager. Même si c'est, dans mon cas, que 2-3 tablettes. Quand vous avez 100 personnes qui font ça, au final, vous êtes content d'avoir vendu 200-300 tablettes à un marché. Il y a un autre réseau qui s'appelle Aveyron Worldwide que j'ai découvert via LinkedIn. C'est des repas d'entrepreneurs, de gens qui font vivre l'Aveyron loin, à l'étranger ou en France, etc. Donc ça ouvre des portes. Nous, ça nous a ouvert des épiceries fines. Ça nous a amené des restaurateurs, ça a amené des comités d'entreprise. J'ai été plus que très agréablement surpris par cette solidarité aveyronnaise qui n'est pas du chiquet pour le coup, qui est réelle. Pour avoir vécu dans d'autres départements ruraux où on nous dit non, mais si on va s'entraider, en fait, non, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et aussi, toi, enfin, c'est vrai que ça m'étonne, parce que parfois, quand tu arrives dans une région où t'as pas de famille, t'es pas originaire, tu sais, il y a un peu une distinction. On va dire, toi, t'es pas vraiment Aveyronnais, parce que nous, on est nés là. Toi, t'as pas du tout ressenti ça. Ils se sont dit, il est fan de l'Aveyron comme moi, et c'est bon, je l'accueille. Avec certaines générations, si, ça existe. On le voit quand nous, on a ouvert donc un atelier, on a ouvert une partie boutique. On voit des personnes âgées arriver. Non, mais nous, on est d'ici, hein, on est né juste à côté. Sous-entendu, vous n'êtes pas d'ici. Mais en même temps, il y a une valeur clé sur cette région qui est la valeur travail. C'est vrai que je m'en suis rendu compte. Je suis désolé pour l'expression, mais il faut en chier. Il faut trimer quelque part. Mais du moment où on est prêt à travailler dur, à bosser, il y a cette valeur travail qui est reconnue, qui est respectée. Et à ce moment-là, toutes ces barrières tombent. Du moment où on travaille, qu'on essaie de valoriser le lieu, qu'on respecte les bâtiments, qu'on n'arrive pas en pays conquis, comme je disais tout à l'heure, qu'on va respecter les gens en place, qu'on va respecter leur façon de faire, leur coutume quelque part, ça se passe très très bien. Et au contraire, c'est des gens qui du coup vont se dire, ok, il y a un respect qui est montré, qui est présent, il sait rester humble, il est bosseur, on va l'aider. On va aller vers lui, on va l'aider. Ça se passe juste avec les voisins, par exemple. Mon premier voisin est à 800 mètres. Les premières fois où je me suis fait livrer des fèves de cacao, c'était en plein hiver, sous la neige, la route verglacée, le camion s'est arrêté, il m'a dit, moi je vais pas plus loin, sinon je vais me mettre en vrac. Très bien, pas de souci, déchargez ici, monsieur. Je sais pas trop comment faire pour transporter mes 500 kilos de fèves jusqu'à la maison, il restait qu'à 800 mètres, et puis le voisin est arrivé, il me fait, non, mais t'inquiète, je vais prendre le tracteur, et puis on va te les mener jusqu'à là-bas, et naturellement, ça s'est fait une fois, deux fois. Quand on a fait des travaux, c'est lui qui nous a, pareil, les camions avaient du mal à passer, il nous a amené toutes les marchandises jusqu'au bout du bout, il nous a aidé sur des travaux, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on voulait refaire vivre certains bâtiments, qu'on les restaurait en respectant le bâti qui était présent, en respectant l'histoire qui était présente, et ça les a touchés. C'est vrai que nous, en échange, on s'est intéressé à leur métier, puisqu'ils sont agriculteurs, de leur dire, pourquoi est-ce que tu coupes les cornes à tes vaches, quand ils vous expliquent le pourquoi du comment, qu'il a failli se faire encorner, on respecte le fait qu'il ait fait ça, même si on trouve plus joli avec des cornes. Ça change le regard sur beaucoup de choses, et en échange,
quand on leur pose des questions naïves, au début, ils en rigolent, mais ils comprennent que c'est pour aller vers eux, pour comprendre un petit peu leur vie, leur mode de fonctionnement. Et là, on trouve des gens fabuleux. Moi, les voisins, je suis heureux de les avoir et heureusement qu'ils sont là parce que ce sont des gens géniaux. Ouais, c'est l'opposé de ce que tu as pu vivre, à Genève, en fait. À Genève, je connaissais pas, Tes voisins de palier, quoi. les Ouais. voisins de palier, si, parce qu'on était dans un lotissement, je connaissais les 3 maisons autour. 4 maisons plus loin, je savais pas qui c'était et c'était des groupements de lotissement et en fait, on n'avait jamais vu les gens. Après, il y a aussi, comme dans le cas du travail, un turnover au niveau un roulement au niveau des ventes de biens immobiliers qui font que, les personnes sont là 3, 4, 5 ans et puis ils changent et puis ils repartent. Voilà, on n'a pas le temps de s'attacher, on n'a pas le temps de connaître les gens. Nous, on est venus avec un projet de vie avant toute chose. Je vais pas dire que j'aurais pu m'installer n'importe où ailleurs, mais presque. On ne l'a pas fait. C'est vrai que d'un point de vue financier, on aurait peut-être dû s'installer sur la région de Genève. J'aurais eu plus de gens avec un meilleur pouvoir d'achat, mais c'est pas ce qu'on est venu chercher. Nous, on est venu chercher une tranquillité, on est venu chercher un cadre de vie, un rythme de vie aussi. Venir s'installer sur l'Aubrac, c'est aussi respecter ce rythme de vie qu'il y a sur l'Aubrac. Ça a son propre rythme. Il faut vivre avec les saisons, il faut vivre avec son temps. Il faut pas être pressé. Et c'est comme ça qu'on comprend. C'est que moi, j'ai des personnes âgées qui m'ont dit l'Aubrac, ça se mérite. Au début, on est décontenancé quand on apprend ça, mais en fait, oui, c'est typiquement hier, j'avais des restaurateurs qui sont venus à l'atelier pour voir comment ça se passait. Ils sont arrivés, il y avait une brume phénoménale. Demi-heure après, il y avait un grand soleil, et puis 3 heures après, parce qu'ils sont quand même restés un petit peu de temps, on a vu une mer de nuages s'installer dans la vallée du Lot, parce que nous, on est en bordure de plateau, donc on a une superbe vue là-dessus. Et ils nous ont dit, mais en fait, ça change en permanence. Je dis oui, mais pour pouvoir le voir, il faut pas y rester 5 minutes. Faut y rester Mmh. une journée, une semaine, un mois, un an. Et là, on voit en fait cette évolution, ce rythme de vie qui se fait tranquillement. Moi, les choses les plus fabuleuses qui ont pu nous arriver, c'est de voir les enfants jouer au badminton et puis avoir un cerf qui traverse entre eux, quoi. Et on trouve ça normal. On trouve ça normal, en fait. Ah bah tiens, ouais, il y a un cerf qui passe. Bah ok. Comment ça s'est passé justement pour ta famille? Parce que ça a été facile pour ta femme, pour tes enfants de trouver une école. Comment ça s'est passé un peu pour tout le monde quand vous êtes arrivés? C'était un soulagement. C'était un soulagement parce qu'on en avait marre de la ville. On n'est pas fait pour ça. On a retrouvé, alors en plus on a déménagé en plein confinement, donc autant dire que d'un côté on ne pouvait pas sortir. Quand on sortait, on était les uns sur les autres, donc du coup c'était très limité avec un endroit quand même, faut le dire, pollué quand on est en ville dans une cuvette. Et puis là d'un coup on se retrouve un air pur, une eau pure, personne à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. On a l'impression de revivre, d'être en totale liberté. Ça a été un choc mais positif. Au niveau de l'école, c'est l'école du village qui est à 5 kilomètres. Donc, ils étaient contents de voir arriver 2 enfants supplémentaires parce que 2 premiers sont désormais autonomes, ils sont majeurs et les 2 autres étaient en fin de primaire. Donc, l'école était extrêmement heureuse de voir arriver 2 personnes. Je disais tout à l'heure, on est arrivé le 23 décembre, le 24 il neigeait, le 25 on n'a plus d'électricité, le 26 on a un tracteur qui est arrivé avec une lame pour nous dégager la route. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On nous a dit, bah non, vous avez inscrit les enfants à l'école, vous êtes prioritaire pour avoir une route dégagée. Presque je râlais parce qu'ils venaient me déneiger. Mais voilà, en fait, tout est organisé pour. On a pris nos marques, on a pu refaire le marché toutes les semaines, de rencontrer un petit peu des gens différents. Les enfants, ça a été un bonheur total, vraiment, de pouvoir se balader, de plus avoir à se poser la question de quelle heure il est, est-ce qu'on peut pas, est-ce que on respecte ou pas. Non, ça s'est fait naturellement. Pour mon épouse aussi, ça a été un plaisir puisqu'on a pu reprendre un rythme de vie qui nous correspondait totalement. Alors certes, on lance une activité qui est extrêmement prenante. Elle s'est lancée aussi sur son propre projet puisqu'elle est tisserande d'art. Et puis, c'était aussi l'idée de se dire, à terme, on va pouvoir mener un projet d'accueil global ensemble, travailler ensemble. C'est la première fois qu'on collabore. On a beau avoir vécu 25 ans ensemble, en fait, on s'est redécouvert en travaillant dans une entreprise côte à côte. Ça se passe pas toujours forcément bien, mais voilà, on apprend. Et accueil global parce que vous voulez faire un gîte ou quelque chose comme ça? On est en train de voir ce que l'on va faire. Oui, ça sera un accueil global. Alors, accueil au travers de nos activités. Moi, j'ai un labo de fabrication qui se veut un labo partagé, un labo ouvert. Elle fait du tissage d'art. Donc, on veut aussi pouvoir partager tout ce qu'on apprend en autodidacte autant l'un que l'autre. Et puis, oui, pourquoi pas rénover un bâtiment. On a une grande grange qui s'y prête. Donc là, on est en train de se ressolliciter un petit peu tout le monde autour de nous. La région, l'intercommunalité, la commune, de voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter ce bâtiment pour le faire vivre plutôt que de le voir se délabrer. Donc, est-ce que ça sera une salle de réception? Est-ce que ça sera un gîte? Est-ce que ça sera une table d'hôte? À voir. Est-ce qu'on s'allie avec d'autres personnes qui, eux, pourraient nous accompagner sur cela, de faire un projet à plusieurs? Tout est possible et on va voir comment on avance. Et financièrement, vous arrivez à en vivre? Comment ça se passe? Absolument pas.
Absolument pas. Non, non, aujourd'hui, on n'en vit pas du tout. Déjà, vivre du bean to bar, parce que donc c'est le type de philosophie auquel on a adhéré quand on fabrique du chocolat. Donc on part depuis la fève jusqu'au chocolat en toute transparence, en réalisant toutes les étapes nous-mêmes. Ça reste très compliqué. En plus, nous, on a fait le choix de ne pas partir sur de la chocolaterie classique. Donc on ne va pas faire de milliardise, on ne va pas faire de ganache, on ne va pas faire de pâtisserie, on ne fait pas de moulage, hormis faire de la tablette. Donc on se coupe une énorme partie du marché, mais c'est délibéré. On essaie de faire un chocolat très haut de gamme. On a 2 marchés. On a le particulier qui cherche des tablettes de chocolat différentes, vraiment différentes, avec une aromatique très particulière, puisque on a ce travail pédagogique de réexpliquer que c'est un produit agricole, donc soumis à saisonnalité. On se pose pas la question si un vin sur le même château, d'un millésime à l'autre, d'une année sur l'autre, on a les mêmes arômes, les mêmes sensations, les mêmes saveurs. C'est la même chose avec du chocolat, donc déjà il y a ce gros travail pédagogique à faire. On est parti sur des aromatiques florales et végétales dans tous les cas, et on a un deuxième volet qui est travailler avec les chefs, avec la haute gastronomie, étoilée ou pas. Et quand on peut aller sur de l'étoilé au début, c'est bien. Donc avec une attente vraiment différente où ils veulent des goûts affirmés, des goûts bien marqués, assumés et une qualité irréprochable. Sauf que ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est que ça prend énormément de temps de travailler avec des chefs. Il faut compter entre 6 mois et 1 an minimum, entre le temps de la première prise de contact et le moment où on va commencer un petit peu à vendre. Et généralement, c'est des petits volumes. Il faut attendre un peu plus longtemps pour que ça avance. Mais par contre, des partenariats qui commencent enfin à arriver à voir le jour, des restos qu'on a pu démarcher il y a 1 an qui commencent à travailler avec nous. Donc on a bon espoir que ça avance. Voilà, on a fait des choix, on les assume, on va aller jusqu'au bout, on sait que ça marchera, pas pour vivre avec un salaire de dingo, mais pour vivre avec ce dont on a juste besoin pour se faire plaisir, en cohérence avec le lieu dépouillé que l'on a choisi et le style de vie vers lequel on a voulu revenir beaucoup plus nature, quoi. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais du coup, ta marque, c'est Lucie Fève d'Aubrac. Oui. Voilà, je crois qu'on n'a pas encore donné le nom. Non, on raconte l'Aubrac à travers nos chocolats, c'est-à-dire qu'on fait référence à des végétaux que l'on trouve naturellement sur le plateau. Donc j'ai des arômes de citron, j'ai des arômes de fève tonka, j'ai des arômes d'épices indiennes qui sont présentes dans mes chocolats. Et en fait, on arrive à les lier à des plantes qu'on trouve naturellement sur le plateau en abondance. Il faut juste savoir les reconnaître et les chercher. Donc du coup, on n'a pas besoin de parler de fève tonka, nous on va parler de mélilo. On va pas parler d'épices indiennes, on va parler de carvi, qui est le cumin des prés. On ne va pas parler de citron, on va parler de la grande berce des montagnes, qui est une plante assez fabuleuse. Les graines ont un goût de peau de mandarine, c'est assez pétillant, un petit peu de citron. La tige a un goût de lait de coco. Les feuilles ont un goût d'épinard. Enfin voilà. Il suffit d'être curieux, d'aller dans les champs, de chercher, de goûter avec des gens qui connaissent, parce qu'on peut vite se tromper et avoir des mauvaises surprises, mais on peut trouver des plantes géniales là-dessus. Et donc, du coup, ça nous permet, nous, de raconter l'Aubrac. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ta nouvelle vie? Parce que tu dis que c'était un projet quand même depuis longtemps. Est-ce qu'en arrivant, il y a quelque chose où c'était pas forcément comme tu l'imaginais? Bah, rien n'était comme on l'imaginait. Côté entreprise, bah non, rien ne s'est passé comme on le souhaitait et c'est justement aussi tout le charme de l'entrepreneuriat. Le climat, on est venu chercher du froid et on a été servi dès la première année. La luminosité, on en a, mais quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Enfin, je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir quelques-unes des photos qu'on publie sur les réseaux sociaux. On joue avec cette lumière, on joue avec ce cadre-là. On essaie de le faire découvrir, de le partager. Nous, on est vraiment dans cette idée de partage. Rien n'a été comme on l'imaginait. Ça a été 100 fois mieux, 1000 fois mieux. Et alors, est-ce que peut-être tu peux nous parler un peu du salon du chocolat, enfin, toutes les récentes un peu parutions presse que tu as eues. Donc déjà au niveau des presses locales, on a régulièrement des articles dans les journaux locaux ou dans des magazines parce que ça les surprend, ça les titille toujours de savoir qu'on fabrique du chocolat sur l'Aubrac. Salon du chocolat à Paris, ça a été très folklore dans le sens où on a été contacté par la région, par l'agence départementale de l'attractivité du tourisme, nous dire est-ce que ça vous dérangerait d'être suivi par des équipes d'M6 pour un 66 minutes pendant le salon du chocolat? Oui, il n'y a pas de souci, c'est dans 10 jours. Quand est-ce qu'ils peuvent venir? Ils nous ont appelé le lundi soir. Ah ben, on leur transmet votre dossier de presse et puis ils vous rappelleront peut-être demain. Donc le mardi matin, M6 appelle en disant OK, on vient lundi. Oui, vous voulez filmer à la maison? Bah évidemment. Et là, il faut comprendre qu'en fait, nous, l'atelier était encore en travaux. J'avais pas fini d'installer le plancher. On avait l'électricité qui était, les câbles tirés mais pas installés, la plomberie pareil, les machines n'étaient pas du tout dans l'atelier, les stocks non plus. Donc là, en moins d'une semaine, il a fallu rameuter les copains
copines, les voisins, les Ouais. artisans pour leur dire: «Help, M6 bien. j'ai la télé qui vient et je peux pas les accueillir dans un chantier, quoi. Donc, en quelques jours, c'est là où on a eu une fabuleuse solidarité. Tout a été fait. Reportage superbe. Ils nous ont suivis pendant tout le salon du chocolat à Paris. Très belle expérience, j'avoue. Derrière, ça a enchaîné avec France 3 qui est venu parce que mon épouse était sur un autre salon derrière et ça, le fait qu'ils sachent que M6 était venu, ça a fait effet boule de neige. Et derrière, sur les salons qui ont suivi, beaucoup de gens se sont arrêtés en me disant: «On vous a vu, vous, à la télé?» Oui, en Ouais. effet, je crois. Donc voilà, ça c'était très agréable pour la notoriété, pour la visibilité, pour installer la marque, au moins pour que les gens s'arrêtent et qu'on puisse avoir un début d'échange là-dessus, c'est vraiment génial. Aujourd'hui, ça continue. Alors forcément, c'est pas des chiffres de dingo, mais on a régulièrement des petites commandes, 1, 2 par jour qui tombent sur le site internet. Des gens qui nous appellent en disant: «Tiens, je vous ai vu à tel endroit. Est-ce qu'on peut venir voir? Est-ce qu'on peut venir visiter?» Donc les gens commencent à comprendre que le lieu se visite. Et ils commencent à venir vers nous. Il y a une vraie curiosité. Des entreprises aussi nous contactent pour des ateliers, se dire: «Mais est-ce que vous faites visiter?» Je fais: «On fait pas que visiter, on fait aussi des ateliers. Si vous voulez fabriquer du chocolat, vous venez une demi-journée, on vous explique comment on fait, ou la journée. On prend le temps nécessaire, on peut faire un truc sur mesure. Sinon, on peut venir chez vous à votre rencontre. On va faire ce qu'on appelle, nous, de l'analyse sensorielle autour du cacao. Donc, on va vous faire découvrir ce qui est la différence entre une saveur et un arôme. Donc, sucré, salé, amer, acide pour les saveurs. Et puis, les arômes, c'est le fruité, le végétal, la banane, ainsi de suite. Leur faire goûter des fèves, leur faire découvrir les fèves parce que les gens ne connaissent pas les fèves de cacao. Donc, ils peuvent les manipuler, ils peuvent les goûter avant, après torréfaction, le chocolat qui va avec, et ils se rendent compte qu'en fait, on part de quelque chose qui a un goût de noix, noisette verte dans 80% des cas, qui sent le vinaigre, au chocolat tel qu'on le connaît, très gourmand, des arômes de fruits, de fleurs. Ils se disent: «Mais comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre?» Et en fait, là, on leur explique tout le travail que l'on fait, l'importance de savoir maîtriser une torréfaction, l'importance de se dire: «Je mets le beurre avant le gruau de cacao», donc la fève concassée, débarrassée de sa coque, ou pas, le sucre, quand est-ce qu'on le met, à quelle vitesse on le met. Et ils se rendent compte que tout ça joue. La sensibilité de la personne aussi joue, puisque mon épouse m'accompagne aussi sur cette aventure-là. Elle travaille énormément avec moi. Euh, on a la même recette, les mêmes machines, et on n'a pas les mêmes chocolats, parce qu'on n'a pas la même manière d'utiliser les machines. C'est vrai que ça surprend toujours. Moi, j'ai aucun problème à donner mes recettes. Je leur dis: mais vous n'avez pas le même matériel, vous n'avez pas ma sensibilité, vous n'avez pas ma connaissance, vous n'arriverez jamais à faire le même chocolat que moi. Il sera peut-être meilleur, il sera peut-être moins bon. Dans tous les cas, il sera différent. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est ce partage, parce que derrière, on peut récupérer aussi du partage de l'information en retour. Et puis sinon, c'est juste le plaisir d'avoir aidé quelqu'un, et ça, c'est toujours enrichissant. Ça donne envie en tout cas de goûter tes tablettes de chocolat. Et alors justement, quel conseil tu donnerais aux auditeurs, tu vois, qui sont dans ta situation, voilà, ils sont dans une grande ville, ils ont un travail très très bien payé comme toi, qui leur plaît pas forcément, ils ont aussi l'impression de jeter l'argent par les fenêtres, tu vois, ils ont un train de vie qui est assez élevé. Ils ont envie de faire comme toi, de tout plaquer, déménager dans un petit coin de paradis, mais bon, en même temps, ils ont peur. J'imagine en plus, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as sûrement dû avoir des réactions de ton entourage. Mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? T'as un job hyper bien payé. Quel conseil tu donnerais à ces auditeurs voilà, qui ont envie de faire la même chose, mais qui ont peur? De bien se préparer déjà d'une, parce qu'on franchit pas le pas comme ça, sur un coup de tête. Nous, ça fait 12 ans qu'on cherchait un lieu, ça fait 5 ans que je travaillais sur ce projet-là avant de me lancer. Ça a été quand même mûrement réfléchi. Oui, il y a eu des réactions alors pas dans mon entourage proche, parce qu'en fait, ils savent qu'on est capable de changer assez rapidement et qu'on le fait de façon réfléchie. Mais oui, la banquière, par exemple, quand je lui ai dit: j'ai lâché un poste à plus de 10 000 € net tous les mois, même au-dessus», elle m'a regardé, elle m'a fait: «Mais vous êtes bête ou vous êtes bête?» Je dis: «Bah non, ça me correspondait plus». Ouais. De savoir s'entourer, c'est sûrement ce qu'il y a de plus important. De la famille, de ses amis, de comprendre où est-ce qu'on peut s'installer, de prendre le temps de le faire, et puis, d'avoir quand même ce grain de folie de se dire: «Mais si on y croit, si on arrive à convaincre les gens que c'est faisable, on peut le faire». Faut pas sous-estimer le changement aussi, ville-campagne. Il y a une vie qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus saine. On revient aux choses essentielles, donc faut pas hésiter à se lancer. Peut-être finalement pas hésiter à contacter le département de l'Aveyron. Je mettrai d'ailleurs leur contact et leur site internet dans les notes de l'épisode parce que eux savent s'il y a des jobs à pourvoir, comment s'installer. Il faut, Il y a des gens pour hem, ça, quoi, ouais. totalement. Moi, les 1res personnes avec qui je me suis tourné, ça a été la municipalité de ma commune, qui m'ont renvoyé vers, la communauté des communes, qui m'a renvoyé vers la région, qui m'a renvoyé après vers bon nombre de personnes.
et à chaque fois, chacun m'aidait un petit peu. C'était pas juste du conseil, c'était: «Mais attendez, là, sur tel point, on peut vous aider». Donc faut partager son projet, faut partager ses envies, ce que l'on veut faire, parce que plus on va le partager, plus on arrivera à être crédible quand on l'explique, mais aussi on arrivera à inciter les gens à vous suivre et derrière, non seulement ils vont vous aider un petit peu à leur petit niveau, mais ils vont vous donner accès vers d'autres personnes qui vont vous aider en retour de plus en plus. Après, c'est, une fois qu'on est rentré dans cette mécanique, c'est d'essayer de rechercher des réseaux. Bon, aujourd'hui, on l'a dit, moi je suis sur Aveyron Worldwide, donc on se retrouve plusieurs fois l'été, plusieurs fois l'hiver autour de repas. C'est clairement annoncé, c'est des repas d'échanges, de rencontres, et cetera, de business, presque d'affaires. Donc, il faut venir avec ses produits, il faut venir avec ses cartes de visite. Tout le monde joue le jeu. Il faut s'intéresser aux autres. Je fais partie du Club 15 Nord-Aveyron. Donc là, c'est pareil, on se retrouve autour d'un repas. Il y a une petite présentation de l'un de l'autre. Et ben, ça m'a permis là de rencontrer une entreprise qui fait des moulages. D'ailleurs, dans le chocolat, on n'en fait pas. Bah si, parce qu'en fait, on a un projet autour des coques de cacao, de voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est une entreprise qui peut potentiellement nous aider. S'ils ne peuvent pas, ils nous renverront vers d'autres personnes. Mais voilà, il y a tout ce tissu à la fois associatif, professionnel, qu'il faut chercher, qu'il faut savoir identifier. Et pour cela, c'est le lien humain, c'est d'en parler autour de soi, de ce que l'on recherche, de ce que l'on attend, de partager aussi un retour, parce que si on partage, les gens auront beaucoup plus tendance à vous accompagner. Donc voilà, c'est vraiment dans cette notion d'échange sur un tout point de vue qu'il faut vraiment mettre l'accent pour y réussir et pour avancer. Bon, en tout cas, c'est possible. Et alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Quand on se sent bien et quand on se sent à sa place. Là, pour moi, c'est la première fois où je me sens à ma place, que ce soit d'un point de vue lieu, d'un point de vue métier. Je me sens enfin utile, je fabrique quelque chose avec mes mains, je vois le résultat, les enfants sont capables d'en parler. Je vais pas dire que j'aurais dû le faire il y a longtemps, mais c'était le bon moment pour le faire et aujourd'hui, ouais, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens serein. Heu, L'avenir sera ce qu'il sera, peu importe. Mais pour moi, voilà, ma reconversion là, elle est pleinement réussie. Ouais, tu dis que tu aurais dû le faire plus tôt. Pas forcément, ça s'est fait, au moment où ça devait se faire. J'ai déjà eu entrepris par le passé, on a beaucoup déménagé avec la famille. Là, on arrive à un point où je n'ai plus envie de bouger. Je vais pas dire que c'est mon dernier projet, mais c'est un de nos derniers lieux de vie, parce qu'après, bah, il y aura la vieillesse qui fera que peut-être. Mais on vient pas pour quelques années. Là, on s'est installé en se disant: «Bah, c'est notre dernier gros achat». Et d'un point de vue professionnel, je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas faire autre chose, ça prendra le temps que ça prendra, on y arrivera. Voilà, il y a ce côté serein, en fait, qui fait que oui, et je pense que ma reconversion est réussie. Je me vois pas repartir dans mon précédent métier ou quelque chose d'assimilé et d'être, 10-12 heures derrière un écran d'ordinateur à faire des choses intellectuelles, certes, fabuleuses, mais au final, une fois qu'on a éteint l'ordi, «Qu'est-ce que tu as fait de ta journée?» «Ben, j'ai aidé des gens». «OK, très bien». «Je paramétrer des logiciels». «OK», mais les enfants le voient pas. Là, ils sont fiers des fois de pouvoir amener, une tablette de chocolat à la maîtresse ou aux enseignants et de dire: «C'est mon papa qui a fait». Ouais, tu as trouvé la sérénité. Oui, oui, puis ou même vis-à-vis de mon épouse, hein, quand, voilà, typiquement, c'est quelque chose qu'elle a tissé elle. Quand des enfants ont leur propre écharpe et qu'ils sont à la ouais, c'est maman qui l'a fait. Donc il y a cette sérénité-là, ce côté, ouais, Concret. honnêtement, je me sens bien là où je suis, je me sens enfin à ma place, à tout point de vue et je pense que quand on a ce sentiment-là, il faut pas aller chercher plus loin. Un grand merci Cédric, en tout cas, Merci à ça toi. donne envie et donc je mettrai tous les liens pour que les auditeurs puissent découvrir Lucie Febvre-Aubrac. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Retrouvez toutes les informations sur le département de l'Aveyron, aveyron-attractivité.fr, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.